Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi. Et comme tous les 4e vendredis du mois, les féministes révolutionnaires vous parlent de lutte féministe. Les féministes révolutionnaires sont un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. Et c'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. Et c'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes de travailleuses et de travailleurs. Alors, aujourd'hui, on fait une émission spéciale rentrée sociale. Ouais. Alors, on va commencer par... je suis aujourd'hui accompagnée pour cette émission rentrée de Lo et de Julia. Bonsoir. Et moi, je m'appelle Vinora. Enchantée. Donc, rentrée sociale. On va commencer par un point actualité. Et puis, on va consacrer cette émission à la lutte contre la vie chère comme enjeu féministe, en vue de la grève nationale du 29 septembre, notez bien, pour la hausse des salaires. Alors, on aura pour parler de ça une invitée, Dominique, élue CGT et gréviste de Monoprix. Pour finir, ensuite, on va parler de la lutte pour le droit à disposer de son corps et aux droits reproductifs, pour se préparer à la journée de lutte pour l'avortement du 28 septembre, une autre date que vous pouvez noter. Alors, aux féministes révolutionnaires, on pense que ces deux enjeux sont très liés. On pense que la domination que l'on subit, elle est en large partie d'ordre économique ou liée aux questions économiques. La place des femmes et des minorités de genre dans la société change en fonction de la situation économique, comme une variable d'ajustement avec un but, un seul, la sauvegarde des profits. Il faut penser ensemble patriarcat et capitalisme et lutter en fonction. Et comment est-ce qu'on lutte ? En s'organisant. En s'organisant, voilà. Très bien. Ouais. Et donc, on va vous remettre... non. Joan Baez, elle va revenir tout à l'heure. Tout de suite, on a la point d'actualité avec Julia. Julia, qu'est-ce qui se passe cette rentrée ? Alors, une des grosses actualités de la rentrée, c'est l'explosion des prix, avec une inflation donc estimée à près de 6% pour 2022. Cette hausse des prix, elle affecte particulièrement les produits de première nécessité, comme la nourriture et l'énergie. Et donc, le gouvernement se félicite de son bouclier tarifaire qui limite la hausse des prix de l'électricité à 15%. Il se félicite aussi de mesures comme la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique de 3% environ ou des pensions pour les retraités de 4%. Mais c'est pas difficile de voir que 3 ou 4% d'augmentation de revenus, ça ne compense pas une inflation à 5 ou 6, tout comme les chèques énergie ou les allocations ponctuelles. Bref, donc le gouvernement se félicite, mais nous, on n'oublie pas que cet été, les députés macronistes, des Républicains et d'extrême droite ont voté contre la hausse du SMIC. Alors, sinon, niveau réforme, en cette rentrée, rien de nouveau sous le soleil. Les réformes, ou plutôt les contre-réformes qui nous précarisent, vont continuer à pleuvoir. Il est prévu une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui rendrait les règles d'indemnisation modulables, donc plus protectrices, je mets des guillemets, en cas de situation dégradée sur le marché du travail et moins en cas de meilleure situation. Pas dur de saisir que ce sera juste moins protecteur pour nous. Il y a aussi en discussion la réforme du RSA qui conditionnerait son versement à une obligation de travailler 15 à 20 heures par semaine. Côté service public, la lutte des soignantes et des soignants continue. Hier a eu lieu une nouvelle journée de grève et de mobilisation pour protester contre les fermetures de structures, le manque de personnel et de moyens qui mettent toujours un peu plus en danger le personnel comme les usagères et les usagers. La fin de l'été a aussi été marquée par des attaques transphobes et d'extrême droite contre le planning familial. Après que celui-ci ait publié une campagne d'information à propos de leur accueil des hommes trans enceints,
On en reparlera dans notre deuxième partie d'émission sur la lutte pour les droits reproductifs et on soutient bien sûr le planning ainsi que toutes les personnes qui ont dû faire face à la vague d'attaques transphobes. Sinon, dur de faire un point actualité sans parler d'écologie. Après les incendies et les vagues de canicule qui ont marqué l'été, Darmanin a proposé en août de créer 3000 postes de gendarmes verts pour lutter contre les pyromanes. Un mix intéressant donc entre un numéro vert et la chose préférée de Darmanin, les flics. Mais pour nous, la lutte écologiste, c'est une lutte anticapitaliste. C'est le système et la manière dont on produit qu'il faut changer. Une dernière actu en ce qui concerne la France, c'est la répression syndicale qui a lieu en ce moment dans le 92 dans un lycée de Nanterre contre un camarade Kai Terada qui a été donc la décision a été rendue, l'a muté de force. Soi-disant parce qu'il contribuait à l'ambiance néfaste de son établissement, mais surtout parce qu'en fait, il faisait trop grève et protestait trop souvent contre les mesures du gouvernement. Donc une attaque aussi à mentionner. Merci Lo pour cette dernière actu donc en ce qui concerne la France. Et donc à l'international, en Iran, un mouvement de protestation secoue le pays à la suite du décès en détention de Mahsa Jina Amini, 3 jours après son arrestation pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs. Elle avait 22 ans. Des mobilisations énormes sont toujours en cours contre la domination patriarcale et notre soutien le plus total va aux militantes et aux militants qui se battent actuellement en Iran pour la libre disposition de leur corps. En Angleterre, on a vu éclore fin août le mouvement de grève le plus important depuis Thatcher. Donc pas que des nouvelles pour la rentrée dans ce point actu. Pas que des mauvaises nouvelles, pardon. Beaucoup de nouvelles, mais pas que des mauvaises. Et donc, en Angleterre, c'est la grande majorité des dockers de Felixstowe, le plus grand port à conteneurs du pays, qui se sont mis en grève pour demander 10% d'augmentation de salaire. Cette grève massive, elle vient s'ajouter à un mouvement social plus large face à l'inflation énorme que subit l'Angleterre. Ce sont aussi les cheminots, les postiers, les avocats qui se sont mis en grève en parallèle du mouvement Don't Pay UK qui appelle les Britanniques à refuser de payer leurs factures d'énergie. Ce mouvement rassemble déjà 100 000 personnes et pour cause, d'ici octobre, les prix de l'énergie devraient augmenter de 80% au Royaume-Uni. Et donc ce mouvement de grève, il a été mis en pause malheureusement pendant les funérailles de la reine Elisabeth II, que nous ne saluerons pas. Est-ce qu'elle l'a fait exprès ? Nous on pense que oui. Les os de grève. Exactement. Et en tout cas, la grève a repris et on ne peut que souhaiter que le mouvement s'amplifie. Et donc, les luttes pour les conditions de travail, la grève pour de meilleures conditions de travail, c'est le sujet qu'on va aborder ce soir avec notre invité Dominique, qu'on aura le plaisir de recevoir après la pause. Et donc, tout de suite, on va mettre une petite musique que vous avez commencé à entendre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut remettre la chanson de John Baez, s'il vous plaît ? Here's to you. C'était Here's to You de John Baez. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les féministes révolutionnaires pour notre émission spéciale Rentrée sociale. On parle donc de tout ça avec Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Donc Dominique, tu es gréviste au Monoprix Lecombe à Paris et syndicaliste élu CGT. Merci en tout cas pour ta présence ce soir. De rien, merci à vous aussi de m'avoir invité. Donc c'est grâce à toi qu'on va pouvoir consacrer cette émission à ce sujet. On va faire une petite intro sur le lien entre la lutte pour l'augmentation des revenus et les luttes féministes. Donc en fait, la lutte pour une vie digne et contre la précarisation, c'est une lutte féministe parce que notre exploitation, qu'elle soit au travail ou dans le foyer, elle profite au capitalisme. Déjà, on peut rappeler que les femmes et minorités de genre sont dans les positions les plus précaires dans la société, d'autant plus quand elles sont racisées.
Elles gagnent en moyenne 28% de moins que les hommes et représentent plus de 80% des temps partiels et 3 CDD sur 5. Et pourtant, c'est elles qui occupent les postes essentiels, tant sur les lieux de travail que dans les espaces domestiques, et elles assurent la satisfaction des besoins vitaux pour tous et toutes. Les crèches, les écoles primaires, l'école en général, le soin à domicile. On est 90% du personnel de caisse, on est 70% du personnel médical et de soutien, on est 67% du personnel d'entretien. Or, ce sont aussi tous les métiers les moins payés et les moins bien reconnus socialement. Donc, les féministes révolutionnaires et le reste du mouvement social participera à la manifestation parisienne du 29 septembre, qui partira d'Enfer Rochereau à 14h. On défilera aux côtés d'autres collectifs féministes d'Île-de-France et d'autres collectifs de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses. Et donc, on a invité Dominique, ce soir, élu CGT de Monoprix Le Courbe, pour nous parler des Samedis de la colère, qui sont une initiative de grève qui se déroule chaque samedi devant un Monoprix différent. Donc déjà, Dominique, est-ce que tu peux te présenter déjà et nous dire qui tu es? Alors, c'est Dominique. Je travaille à Monoprix Le Courbe, ça fait plus de 22 ans. Et je suis élue CSE, secrétaire, et aussi membre du collectif CGT Monoprix Île-de-France. Voilà, ça fait plus de 3 ans que nous nous battons pour les conditions de travail des salariés. Comme vous le savez très bien que dans tous les commerces, quelles que soient les enseignes confondues, vous savez très bien que quand vous travaillez dans un commerce, que c'est un travail très dur parce que vous vous levez très tôt le matin pour être à 6 heures à votre poste de boulot, pour achalander les rayons que pour la clientèle puisse arriver à 8 heures pour trouver tout ce qu'ils veulent. Et nous, le samedi, on a décidé le samedi de dénoncer le manque de reconnaissance que notre dirigeant envers nous et voir aussi le manque d'embauche parce que vous savez comme avec ce travail, vous pouvez avoir des mal au dos, vous pouvez avoir des sciatiques, vous pouvez avoir beaucoup de choses que les dirigeants ne prennent pas en considération. Ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un qui part à la retraite, il n'est pas remplacé. Si par exemple il y a quelqu'un qui a un arrêt de maladie, il n'est pas remplacé. Ou soit même en congé de maternité ou paternité ou qui partent, il n'y a personne pour les remplacer. Et le problème qui se pose, c'est toujours les mêmes qui sont là. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre l'année prochaine, ils sont toujours là pour mettre en valeur leur magasin. Il n'y a pas de reconnaissance par rapport à ça. Et nous trouvons très injuste de voir que c'est toujours les petits qui doivent se démener pour mettre en valeur l'entreprise. Alors que l'entreprise devait mettre en valeur ses salariés, soit en les augmentant, soit quand ils demandent quelque chose qu'au moins il y a quelque chose derrière. Mais il n'y a rien. Mais c'est toujours... Allô? Oui, on vous écoute. C'est toujours les mêmes qui doivent faire des efforts. Bien sûr. Et là, on voit que notre PDG s'est fait de salaire. Et nous, quand nous demandons des augmentations de salaire, il n'y a rien pour les salariés. Quand nous demandons de changer les échelons, parce que vous savez, les échelons commencent de 2. Il y a des salariés qui sont toujours à 2 pendant peut-être une dizaine d'années. Ils veulent bien évoluer. Vous savez très bien que les échelons, c'est très important pour le futur, pour la retraite. Plus que vous montez en échelon, plus que vous allez toucher quelque chose à la retraite. Mais quand vous restez au bas niveau, vous savez très bien, à la retraite, vous n'allez rien avoir. Ouais. Et du coup, donc... Oui. Comment en fait vous avez vous faites un mouvement quand même assez large maintenant, donc avec ces samedis de la colère. Comment vous avez décidé en fait de vous mettre en grève et pourquoi et comment vous avez réussi à mobiliser un peu autour de ces questions? Vous l'avez dit, qui sont quand même endémiques, qui sont de longue date. Et donc là, vous avez réussi finalement à lancer la mobilisation. Vous pouvez nous en parler? Tu peux nous en parler? Oui, parce que vous savez déjà, à la base, faut discuter déjà avec les salariés des magasins. C'est à partir de l'accord. Dès qu'il y a la discussion, ils voient qu'il n'y a pas de reconnaissance, qu'ils voient que tous les jours qu'ils doivent subir, venir travailler avec peur au ventre, dire oui, de quelle sauce je vais être mangé aujourd'hui, à un moment, ils ont dit stop. Même les caissières, il manque des caissières. C'est pas parce qu'ils ont mis des caisses automatiques, mais la clientèle, il faut se mettre dans la tête que la clientèle, ils veulent parler avec des caissières, ils veulent passer en caisse avec des caissières, pas en caisse automatique.
Parce que vous savez très bien que une vieille personne qui arrive d'un magasin, c'est sûr et certain que quand il vient d'un magasin, il veut discuter avec quelqu'un, la personne est chaleureuse avec lui, il demande comment vous allez, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça c'est un manque. Vous savez, la communication, c'est ça que les clients recherchent. Oui, bien sûr. Et après, on l'a vu comme quoi qu'il faisait rien du tout. On l'a posé, vous savez, on l'a posé les questions, on l'a demandé de faire le nécessaire. Pour les salariés, ils n'ont rien fait. À un moment, ça a explosé. Les salariés, ils ont dit stop. On peut plus subir. Maintenant, le seul moyen pour qu'on puisse avancer, c'est de sortir. Et bien, c'est à partir de là qu'on a commencé à sortir. Et aussi, le fait aussi que on l'est toujours en soutien avec d'autres camarades, que ce soit les femmes de chambre, que ce soit les TUI France ou comment ça s'appelle, la sécurité. Ces gens-là, eh bien, automatiquement, ils viennent nous soutenir, nous donner la force parce qu'ils connaissent, ils ont le même souci que nous. Bien sûr. Peut-être c'est pas différemment, mais le problème qui se pose, c'est l'art de la guerre, c'est l'argent. Si on n'a pas d'argent, on peut pas avancer. Vous savez très bien que l'électricité va augmenter, le gaz va augmenter, comment faire? L'inflation va augmenter à 7%. Les salaires, c'est des bas salaires, 1200, 1300 euros. Comment on fait? À 15 du mois, les salariés, ils sont ras de cou, quoi. Ils se disent comment ils vont finir le mois. C'est pour ça qu'on se bat. On se bat pour que les salariés ont un salaire convenable. Oui, et du coup, genre vous parlez de pourquoi vous êtes mis en grève, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe du coup sur les piquets le samedi, un peu nous expliquer les débuts des samedis de la colère. Est-ce que vous recevez du soutien sur les piquets de grève? Tu peux nous en parler? En fait, c'est pas des piquets de grève, c'est que on décide un magasin. Ouais. On décide d'un magasin et de là, on dit, bon voilà, ce jour-là, à partir de telle heure, nous sommes dans quel magasin, venez nous soutenir. On a des tracts, on distribue des tracts en expliquant à la clientèle ce qui va pas dans les magasins, parce que c'est l'ensemble des magasins, c'est pas un magasin spécifique, c'est tous les magasins, c'est pareil. C'est le manque d'embauche, la considération. Et aussi, et là, la clientèle, ils nous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On lui dit d'aller directement sur le site CGT, pas CGT, on le dit, le site de Monoprix et de laisser des commentaires. Et le fait de laisser des commentaires, ça monte directement au siège. Et le siège, ils aiment pas ça du tout. Eh ben, ça montre comme quoi qu'il y a des gens qui nous soutiennent énormément, que la clientèle dit stop aussi au mépris qu'ils ont envers les salariés. Parce que c'est nous qui faisons la richesse de Monoprix. C'est les salariés, c'est pas les dirigeants, c'est pas les grands patrons parce qu'ils sont pas là, ils connaissent pas vraiment le travail. S'ils connaissaient vraiment la douleur du travail, ils auraient compris comme quoi qu'il fallait augmenter les salariés. Bah tout à fait. De toute façon, sans nous, les patrons ne sont rien. Finalement, on le sait. Et c'est vrai, enfin, c'est quand même beau de voir que, enfin, effectivement, là, c'est les clients un peu qui peuvent apporter ce soutien-là. Voilà, les gens qui viennent fréquenter effectivement le Monoprix, ils viennent pas voir le patron, ils viennent voir, comme vous l'avez dit, les caissières, etc. Enfin, c'est aussi un lieu de sociabilisation, un lieu où les gens ils viennent créer de la communauté. Donc, c'est quand même là que vous trouvez votre soutien. Notre point fort, c'est ça, c'est la clientèle. C'est eux qui nous donnent la force parce qu'ils sont toujours là, ils sont à l'écoute, ils nous écoutent. Ils nous disent, mais pourquoi vous êtes sortis? On explique le cas, ils nous disent, ah oui, vous avez raison. Oui, les caisses automatiques, nous, on ne veut pas les caisses automatiques. Nous voulons des salariés, nous voulons des gens humains qui sont là pour que nous puissions nous recevoir. Le plus souvent, c'est ça qu'on reçoit comment dire, que la clientèle, qu'on discute avec eux, c'est ça qu'ils demandent, hein. Eux, les caisses automatiques, ça les intéresse pas, hein. Parce que c'est là qu'on voit comme quoi que après, on n'aura plus de boulot. Les caissières, elles vont faire quoi après? Vous savez, des fois, les caissières, elle a déjà 50 ans passé, presque pour aller à la retraite. Qu'est-ce qu'elle peut faire après quand on va fermer toutes les caisses? C'est ça. Et est-ce que vous avez eu quelle a été la réaction du côté des magasins plutôt, enfin de Monoprix en fait? Est-ce que vous parlez des dirigeants? Oui. Pour l'instant rien, mais le fait qu'on a demandé une réouverture de NAO, là j'espère qu'ils vont prendre conscience comme quoi qu'il y a un mal-être dans l'entreprise. Oui.
Vous sentez que ça commence à prendre, à faire du bruit? L'entreprise avec les élus. Les élus pour voir vraiment ce qui va pas, pour qu'on puisse avancer. Parce que nous, c'est pas tout dire tous les samedis à l'heure dénoncer les trucs. À un moment aussi, il faut comprendre comme quoi que nous aussi, on a une vie de famille. Vous voyez, parce qu'on pense sur notre temps personnel le plus souvent. On pense sur notre temps personnel et que faut qu'ils comprennent aussi que les salariés n'est pas des robots, les salariés ne sont pas des les vaches à lait de Monoprix. Les salariés sont là pour qu'on puisse avancer ensemble. Nous sommes une équipe. C'est pour eux qu'ils disent que nous sommes une équipe. Il faut qu'ils nous montrent aussi que nous sommes une équipe, que nous travaillons ensemble. Il faut qu'ils fassent comprendre comme quoi que rien ne va dans les magasins, qu'il manque des salariés. Il faut embaucher parce que un salarié ne peut pas faire un boulot de 3 à 4 personnes. Comme j'ai dit, le salarié, il va venir un moment, mais après, c'est là qu'il va commencer à sentir les douleurs. Les douleurs où il y aura beaucoup d'arrêts. Soit des arrêts, soit des abandons de poste, soit des démissions. Il y en a beaucoup. Que ce soit que je parle au niveau employé, cadre ou agent de maîtrise, il y en a beaucoup qui ont démissionné dans les monoprix. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, depuis que nous sommes passés casino, que nous souffrons. Avant, on n'avait pas ce problème-là. Parce que le dirigeant, il avait, comme dire, il savait qu'est-ce qu'on valait, il savait l'enjeu de son enseigne. Mais Casino, lui, c'est que l'argent. Certes, il faut avoir l'argent, mais il faut aussi comprendre qu'un salarié qui se lève le matin très tôt pour venir travailler, aussi à la fin du mois, il aurait bien aimé avoir un salaire à 1800, je parle brut, 1800 ou 2000 euros brut. Comme ça, au moins, qu'il sait qu'à la fin du mois, il n'a pas à dire, mon Dieu, comment je vais faire pour nourrir mes enfants, parce que il va peut-être me rester peut-être 10 euros à la fin du mois. Comment je fais même pour me payer ma carte Navigo? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Et puis, voilà, on sait que tout ce qui est personnel de caisse, les gens qui travaillent dans les supermarchés, c'est quand même majoritairement des femmes. Lo l'a dit, 90% du personnel de caisse. J'imagine qu'en plus, il y a beaucoup en fait de travailleuses et d'employés qui ont des doubles journées après avec leurs enfants à la maison et que c'est d'autant plus difficile. Tout à fait, c'est difficile parce que vous savez, vous travaillez le matin très tôt, il faut récupérer l'enfant à l'école. Quand vous récupérez à l'école, il faut faire les devoirs. Quand vous faites les devoirs, il faut donner à manger. Vous voyez, c'est la routine. Il y a ceux aussi qui finissent très tard. Il y a des filles qui finissent à 22 heures. Vous voyez, c'est pas une vie non plus pour des jeunes filles de finir à 22 heures, rentrer chez elles à 23 heures, voire 2 fois s'il y a des problèmes de transport, rentrer à minuit. Où il y a des gens qui habitent ils habitent pas dans Paris, les gens, ils habitent 2 fois dans les 77, 78 pour venir travailler dans Paris. Alors, faut comprendre aussi, faut essayer de trouver une solution par rapport à ça. Mais eux, c'est, ils ont pas, moi j'ai l'impression comme quoi qu'ils sont, ils sont perdus, ils comprennent pas vraiment la souffrance de salariés. Pour eux, ils pensent comme quoi que oui, que c'est du blablabla, mais c'est pas du blabla, c'est des trucs qu'on vit vraiment, qu'on vit. Moi, personnellement, je me sais que mon fils, je l'amenais chez la nourrice à 5h du matin. Vous vous rendez compte? 5h du matin, ça me faisait de la peine de le voir, le réveiller, l'amener chez la nourrice à 5h du matin, pour qu'elle puisse l'amener à l'école à 8h. Alors que je dois être au boulot à 6h. Mais eux, ils ne comprennent pas ça, il faut payer la nourrice. Le matin, il faut payer la nourrice le soir aussi. Mais il faut avoir de l'argent pour ça. De toute façon, on voit bien que... Les augmentations de salaire, ça, c'est très important. Maintenant, la vie maintenant, c'est ça. C'est les salaires et les embauches. C'est sûr, c'est la revendication principale, de toute façon, de la plupart des secteurs là, et donc aussi de la manifestation du 29 septembre. On voit que de toute façon... C'est toujours en fait les profits de l'entreprise qui priment. En fait, on sait que l'argent il existe pour augmenter les salaires, pour augmenter les bénéfices des employés. En fait, on sait que l'argent il est là. C'est juste que ils veulent pas les lâcher, quoi. Ça doit toujours aller au profit des actionnaires, toujours pour les patrons. On s'en sort pas, quoi. Casino nous dit qu'ils peuvent pas embaucher du monde pour l'instant parce qu'ils sont endettés. Mais est-ce que c'est la faute des salariés qu'ils sont endettés? Si le PDG s'est fait augmenter de 72%, c'est qu'il avait de l'argent. Avec cet argent-là, au lieu de dire je veux pas cet argent-là, je garde pour les employés, que je veux augmenter tout
ses employés, ça aurait fait un geste, ça aurait fait comprendre aux salariés, ah oui, il a la cœur sur lui-même, et là, il n'a pas. Lui, il pense qu'à lui, qu'à ses intérêts à lui. Et c'est pas lui qui fait le boulot. C'est pas lui qui met en rayon. C'est pas lui qui se fait insulter par la clientèle quand il y a une queue pas possible. Il y a des clients qui sont agressifs avec les caissières. Tu vois, c'est ça qu'il comprend pas. Quand on vous dit ça en réunion, on dit comme quoi que les caissières se font insulter par la clientèle, et ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux, parce que je pense que pour eux, il faudrait qu'un jour, qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe dans un magasin. Et c'est pas normal. Parce que c'est la sécurité des salariés. Il doit prendre aussi compte de la sécurité des salariés. Et est-ce que justement, alors parce que du coup, souvent dans les secteurs féminisés, donc comme travailler en caisse ou voilà d'autres postes du magasin, l'exploitation économique va aussi de pair avec l'oppression sexiste. Et est-ce que toi, par exemple, en tant que femme, est-ce que tu as l'impression de subir particulièrement une oppression au travail liée au sexisme, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez justement avec tes camarades, les autres grévistes, les autres On collègues? parle avec des camarades, on parle aussi entre nous, et aussi, mais ça se voit, il y a certains. Moi, j'ai ressenti ça. Entre parenthèses, parce que j'ai vu qu'il y avait un futur directeur qui disait, de toute façon, moi, je gagne bien ma vie. Alors, comme il gagne bien sa vie, il n'a rien à foutre des salariés. J'ai dit, mais monsieur, faut comprendre. Nous, si on se bat tous les samedis, c'est pour les augmentations de salaire, et vous trouvez le moyen de nous dire comme quoi que vous gagnez bien votre vie. Ouais. J'ai dit comme quoi que c'est un manque de respect envers les salariés. Ouais. C'est que vous n'avez pas, vous n'avez pas de reconnaissance envers les salariés. C'est ça, je l'ai fait comprendre. Je lui ai dit, mais ça se dit pas. Ça, franchement, c'était choquant de voir qu'un futur directeur qui dit un truc comme ça. Et alors, c'est ce qui veut dire comme quoi que lui, dès qu'il a ses sous, il a rien à excusez-moi l'expression, rien à foutre des salariés. Travaillez, fermez votre bouche et c'est tout, quoi. Alors j'ai dit, dis donc, je ne sais pas où il a été formé, comment machin, parce que la moindre des choses, il faut être humble envers ses salariés, surtout que vous savez très bien qu'un salarié, quand il commence à 1200, 1300 et pas plus, hein. Et que surtout quand il demande pour être augmenté, c'est une augmentation de 50 €, c'est pas grand chose, hein. Et justement, du coup, en fait, on parlait des samedis devant les Monoprix, etc. Est-ce qu'il y a des moyens en fait de vous soutenir, voilà, pour les gens qui nous écoutent ou même pour les autres collectifs, etc. Par exemple, de venir vous soutenir peut-être sur place, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, voilà, de soutenir votre mouvement en fait et de vous aider dans votre lutte? Déjà, même mettre un mot sur Monoprix, aller sur le site de Monoprix, mettre un mot pour déjà ça va déjà nous remonter le moral de voir comme quoi qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Et là aussi, le fait de vous voir aussi. Et comment on peut, c'est directement sur monoprix.fr ou quelque chose comme ça, où on peut envoyer un message. Le fait de voir comme quoi qu'on ne sait pas que les Monoprix qui est là, que c'est 2 personnes, 2 secteurs d'activité qui nous soutiennent, eh ben, eux aussi, ça dérange la direction, hein. Oui. Et du coup, tu disais que voilà, la hausse des salaires, plus d'embauches, c'était pas que les salariés de Monoprix en fait, c'était aussi, tu parlais du personnel de nettoyage, etc. D'autres personnes en lutte qui ont les mêmes revendications. Je parle de tout le monde en général, oui, parce que moi j'ai des camarades qui manifestent et qui disent oui, venez nous soutenir, et c'est pour ça aussi, parce que eux aussi qui manquent des effectifs, nous on voit chez nous, hein. Il nous manque des gens de la sécurité, de nettoyage. Il nous manque beaucoup de gens comme ça dans les magasins. Mais j'ai l'impression comme quoi qu'ils ne veulent pas embaucher parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Mais quand on voit qu'ils dépensent des sous pour des magasins et que quand on demande des augmentations pour les salariés, il n'y a rien. Parce que là, ils vont bientôt, ils vont finir de faire comme à Monoprix Vaugirard. Ils ont fait des travaux à Monoprix Vaugirard. Mais je pense qu'ils ont dépensé une fortune pour ce magasin.
c'est très bien. Ça met en valeur ce magasin-là. Mais aussi, il fallait qu'ils pensent aussi que quand les salariés voient comme tout ça d'argent qu'ils vont dépenser dans ce magasin-là, et quand eux, ils demandent même changer les échelons ou augmenter des salaires, qu'il n'y a rien pour eux, eh ben, je vous dis qu'ils sont un petit peu dégoûtés. Et du coup, est-ce que vous serez dans la rue le 29 septembre aussi, à l'occasion de la grève nationale et interprofessionnelle, pour demander justement des augmentations de revenus ? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, tous les Monoprix sont conviés le 29, oui. Tout le commerce, oui. On sera là jeudi prochain. On sera là à la manif. Eh ben, nous aussi, on y sera. Du coup, on espère vous y voir. Donc voilà, évidemment, on invite tout le monde à rejoindre ce mouvement donc national, interprofessionnel pour la hausse des salaires et contre la vie chère. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous ce soir. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie. Et voilà, on va te laisser du coup finir ta journée. Oui. D'accord. Merci beaucoup bien. En tout cas pour ton témoignage. Et voilà, on sera là en tout cas pour vous soutenir et jeudi et les samedis suivants jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Une cause, voilà, tout à fait. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Alors on va faire une petite pause musicale avant de passer à la suite de l'émission. Tout de suite. Oui. Ouais, tout à fait. Dit. Ok, c'est parti. Désolée, j'ai un peu coupé. Oui, on est de retour après cette petite pause où vous avez entendu GFM de la super rappeuse Blue Samou. Donc vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les féministes révolutionnaires pour notre émission spéciale rentrée sociale. On vient d'accueillir Dominique, gréviste de Monoprix et élu CGT. Alors, on peut peut-être faire un petit point sur ce qu'on vient d'entendre, parce que tout ce qu'elle nous a raconté, ça donne quand même pas mal de grains à remoudre. C'est l'occasion de parler, par exemple, de travail reproductif. En quoi, ces situations de oppression, d'exploitation économique sont aussi des occasions d'oppression sexiste. Donc c'est lié directement à la place que la femme occupe dans un foyer hétérosexuel, par exemple. Dans 85% des cas, ce sont aussi les femmes qui sont à la tête des familles monoparentales, ce qui a un impact direct sur leurs revenus et conditions de vie, de logement aussi. Et puis dans le foyer hétérosexuel, les femmes assurent 70% des tâches familiales et domestiques. Elles s'occupent des enfants, de l'entretien, du logement. C'est pas un secret, on sait que mystérieusement ça s'organise toujours naturellement comme ça dans chaque foyer. C'est cette charge mentale, comme on dit, la femme qui doit être le cerveau de toute la famille et en même temps de manière complètement invisibilisée. Et ce travail gratuit mais obligatoire qui est assigné aux femmes, il profite directement en fait au capitalisme, parce que en faisant ça, on assure gratuitement toutes les tâches qu'il faut faire pour reproduire la force de travail. Donc, les travailleurs sont nourris, ils sont reposés, ils sont en forme pour aller travailler le lendemain matin. Et puis, ça donne une bonne raison à l'État pour ne pas développer les services publics, parce que pas besoin de crèche, de laverie ou de cantine, si les femmes elles peuvent faire ça gratuitement à la maison.
Et Dominique nous parlait aussi de la précarité, de la nécessité d'augmenter les revenus à cause de la précarité grandissante et de l'inflation. Donc nous, féministes révolutionnaires, on pense que la précarité affecte plus les femmes et les minorités de genre. Lo le disait tout à l'heure, c'est les femmes et les minorités de genre qui occupent les places les plus précaires dans notre société. Et donc on parle souvent des revenus, mais ce sont aussi les réformes antisociales qui affectent plus les femmes. Donc la réforme comme celle de l'assurance chômage par exemple va aggraver les inégalités et quand on aggrave les inégalités, on aggrave les conditions de vie des femmes et des minorités de genre, des personnes racisées et ou migrantes, des jeunes, des retraités, toutes les personnes qui souffrent déjà des inégalités. Donc pour prendre cet exemple de la dernière réforme de l'assurance chômage de 2019, la durée de travail nécessaire pour toucher le chômage a été allongée. Elle est passée à 6 mois au lieu de 4. Et ça pénalise évidemment les contrats très courts où, surprise, les femmes sont majoritaires. Dans le projet de loi sur la réforme des retraites, Macron proposait en 2019 que l'allocation ne soit plus calculée sur les meilleures années, les années avec le meilleur salaire, comme c'est le cas actuellement. À la place, l'allocation serait calculée sur la totalité de la carrière. Or, qui sont celles qui ont des interruptions de carrière à la naissance d'un enfant ? Qui sont celles qui gardent le plus longtemps des emplois mal payés ? Ce sont les femmes. Et pour prendre un dernier exemple, avec la destruction des services publics, par exemple, des réformes comme le forfait patient aux urgences, qui fait que 19,61 € exactement, seront facturés à toute personne se rendant aux urgences d'un hôpital pour des soins non suivis d'une hospitalisation. Ça pénalise la santé des personnes les plus précaires qui vont se retenir d'aller aux urgences. Et donc, les femmes et minorités de genre. Je pense que vous l'aurez compris à ce moment-là. Mais ça pénalise aussi les femmes d'une autre manière. Parce que, comme Vino le disait juste avant, ce sont bien elles qui occupent en majorité des rôles liés aux soins dans les familles. Mais pas que dans les familles d'ailleurs, aussi dans les associations, le voisinage. Et bref, ça augmente leur charge de travail communautaire. Et on voit aussi en fait que... Donc là, Dominique nous disait par exemple que y avait beaucoup de démissions qu'ils n'arrivaient pas à recruter. Et en fait, donc là, on voit que la solution du gouvernement pour que les gens aient envie de prendre ces emplois, c'est pas d'augmenter les salaires, de faire que les conditions de travail soient meilleures, que les salariés un rythme de travail décent, des conditions décentes. C'est de revenir sur les allocations de chômage en pénalisant en fait ceux qui ne veulent pas prendre ces emplois en fait. Ces emplois qui sont mal payés et qui sont faits dans des conditions terribles. Donc en fait, la solution, c'est de forcer les gens à travailler en coupant les allocations jusqu'à ce qu'ils aient plus le choix en fait que de prendre que de malgré tout reprendre ces emplois sous-payés, sous-valorisés et méprisés dans notre société. Donc c'est encore une fois la réponse de notre gouvernement à ces questions de conditions de travail. Et du coup, aux féministes révolutionnaires, nous, on pense que tous ces droits, de toute façon, c'est pas le gouvernement qui va nous les offrir gracieusement. Il s'arrache par la lutte et donc par la construction du rapport de force. Et donc là, il y a la grève du 29 septembre et nous, on pense que la grève, c'est vraiment l'outil principal de la construction de ce rapport de force, et notamment la grève générale féministe. Ça va, hein. Un rapport de force, donc, notamment la construction de la grève générale féministe. Du 8 mars tous les ans. Et donc, d'ailleurs, nous, dès le 29 septembre, en fait, on aura comme mot d'ordre la construction de cette grève du 8 mars. Donc, des grèves féministes, de toute façon, il y en a déjà toute l'année dans les secteurs féminisés, comme pour les hôtesses de caisse. Donc, même dans les grèves du Monoprix, le personnel est aussi très largement féminisé. Dans le personnel de nettoyage, les plus précaires dans le personnel de soins, dans l'éducation, avec les AESH, les AED, les ATSEM. Et c'est en luttant qu'on gagne, comme le montre par exemple la victoire des grévistes de l'Ibis-Batignolles, qu'on a beaucoup soutenu nous aux féministes révolutionnaires. Et d'ailleurs, faut quand même souligner que l'une de ces grévistes victorieuses, Rachel Keke, elle est maintenant élue députée à l'Assemblée nationale. Elle a battu un ministre de Macron aux dernières législatives. Et ça d'ailleurs, on aurait pu le mentionner dans notre rubrique Bonne Nouvelle, parce qu'on en a quand même vraiment besoin. Mais en tout cas, on prépare cette grève du 8 mars 2023 pour que ce jour-là, en fait, toutes les femmes minorités de genre, dans tous les secteurs professionnels ou pas, dans toutes les associations, dans tous les foyers, puissent arrêter tout le travail gratuit, le travail effectué, gratuit ou rémunéré,
pour se joindre à ce mouvement de grève. On veut montrer que si on s'arrête, en fait, le monde s'arrête et que personne, qu'il y ait personne dans les supermarchés, dans les écoles pour faire le manger, pour laver le linge, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des rayonnages. Et donc sortir de l'isolement, être plus fort ensemble et plutôt que de subir individuellement cette oppression continuelle. C'est pouvoir aussi se rencontrer à ce moment-là, penser une autre manière de s'organiser et pouvoir trouver des alternatives à ce système qui dépend de l'oppression d'une majorité d'entre nous pour fonctionner. Et le jour J, on reprendra ce temps au capitalisme pour s'occuper d'une autre manière, avec des cantines solidaires, des groupes de parole entre parents d'élèves à l'école, par exemple, des assemblées de quartier, des assemblées générales. Tout ça, c'est à nous d'en décider. Et si vous voulez, du coup, préparer avec nous cette grève du 8 mars 2023, retrouvez-nous dans les assemblées féministes qu'on va organiser tous les 8 du mois. Elles seront ouvertes aux femmes et aux minorités de genre, en mixité choisie, sans hommes cisgenres, pour avoir un espace de discussion où on se sent à l'aise de prendre la parole, de décider par nous-mêmes. Donc elles seront ouvertes à toutes les personnes qui souhaiteront préparer cette grève féministe, qu'elles soient ou non réunies déjà en collectif, en syndicat, en organisation. Pas besoin de prérequis, pas besoin d'avoir une formation, d'avoir un apport théorique. Tout le monde pourra s'exprimer et participer à cette construction. Le but, c'est de pouvoir la construire tous ensemble. Et pour ça, on va avoir une autre échéance, parce qu'en fait, voilà, c'est la révolution, c'est tous les jours. Donc en fait, avant le jeudi 29 septembre, il y a le 28 septembre. Le mercredi 28 septembre. Le mercredi 28 septembre qui sera la journée mondiale de lutte pour le droit à l'IVG. Et donc, ça va être notre dernier sujet pour ce soir. Et je laisse Vino reprendre la parole là-dessus. Alors, oui, donc le 28 septembre, ça va être la journée mondiale de lutte pour le droit à l'IVG, comme le vient de dire. Ce mot d'ordre a été étendu à la lutte pour l'ensemble des droits reproductifs, c'est-à-dire le droit à disposer de son corps totalement, à maîtriser en toute liberté notre sexualité, notre parentalité et notre genre. Donc, pour revenir peut-être d'abord sur le contexte actuel du droit à l'IVG, elle reste interdite et passible de poursuites dans un peu plus d'une quinzaine de pays dans le monde. Elle est très restreinte dans beaucoup d'autres, en étant par exemple limitée au cas seulement où la vie de la mère est en danger, ou en cas de viol, ou avec des délais très très courts. La criminalisation de l'avortement ne le fait pas disparaître. Elle force simplement les personnes qui en ont besoin à le faire dans des conditions dangereuses et parfois, souvent mortelles. Dans le monde, on estime que toutes les 9 minutes, une femme ou une minorité de genre meurt d'un avortement clandestin. Voilà, toutes les 9 minutes. Si on a beaucoup parlé du droit à l'IVG ces derniers temps, c'est aussi la situation actuelle aux États-Unis. Parce que, comme vous le savez sans doute, en juin, la Cour suprême des États-Unis, qui a pris un gros virage conservateur sous la présidence de Trump, a annulé l'arrêt Roe v. Wade, l'arrêt qui protégeait l'avortement au niveau fédéral dans tout le pays depuis 1973. C'était un arrêt historique, mais depuis son annulation, déjà 18 États ont interdit l'avortement. D'ailleurs, en Pologne aussi, en ce moment, l'IVG est quasiment interdite. Et donc, depuis plusieurs années, en France et au niveau mondial, avec tout ça, nous résistons quotidiennement à la montée des extrêmes droites et les réactionnaires qui se consolident sur l'asservissement des corps et en premier lieu ceux des femmes et des personnes LGBTQI+. Donc, il y a eu aussi des avancées récentes, bien que tardives, qui ont été obtenues grâce aux luttes féministes au Mexique, en Argentine, au Gabon, en Thaïlande. Mais, quand même, l'actualité nous rappelle que l'accès à l'avortement et le droit de se prononcer sur son propre corps semble toujours représenter au patriarcat blanc et capitaliste un terrain de débat passionnant et surtout un terrain pour maintenir leur oppression sur des corps qui sont déjà très fragilisés par lui. Le droit à l'avortement que notre génération en France a pu prendre pour acquis se voit menacé dans toujours plus de pays de nos jours, comme je viens de le dire.
Et si la France n'est pas une exception de la montée des extrêmes droites, elle ne sera peut-être pas non plus indemne à une mise en danger de l'accès à l'avortement. Et c'est pourquoi nous nous mobilisons déjà à présent par notre solidarité inconditionnelle pour les corps opprimés par ce patriarcat partout dans le monde et pour protéger, étendre, réclamer nos droits reproductifs déjà en France. Et donc récemment, on a pu voir que face à l'offensive contre l'IVG aux États-Unis, il a été avancé la promesse de la constitutionnalisation du droit à l'avortement pour le protéger. Voilà, c'est une mesure qui a été plébiscitée par la gauche institutionnelle, mais qui, selon nous, est bien loin d'offrir les conditions nécessaires à un véritable accès à l'avortement en France. Alors voilà, pour nous, il y a plusieurs défauts à cette logique de défense d'un droit par la législation. D'une part, on l'a vu avec les États-Unis, un droit, en fait, il peut être révoqué du jour au lendemain. Au gré des passations de pouvoir, les droits acquis peuvent vite nous être enlevés. Donc, inscrire, en fait, le droit à l'avortement dans la Constitution le rendrait peut-être un peu plus difficile à révoquer, mais ça ne garantira jamais entièrement, en fait, tant que ce sera un droit octroyé par un État qui a un pouvoir de décision sur nos corps et nos vies. Et puis, il y a autre chose, en fait, c'est que l'inscription dans ce texte de loi, donc cette constitutionnalisation que je suis incapable de dire, un mot très compliqué, mais cette inscription en fait dans la loi, quel qu'il soit, voilà, que ce soit la loi, la constitution ou je ne sais quoi, c'est pas ça qui va changer en fait la situation concrète de l'accès à l'avortement sur le terrain, dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, en France, en fait, voilà, on l'a dit, c'est pas encore un droit qui est menacé au niveau légal. On ne sait pas si ça viendra, mais pour l'instant, le souci, il est pas principalement là. Mais en fait, c'est un droit qui est menacé quotidiennement dans la pratique. Par la casse des services publics, par la double clause de conscience, par la fermeture des maternités, la diminution des budgets alloués aux associations féministes, par la suppression d'un tiers des maternités de proximité depuis 1996, la prolifération des déserts médicaux, tous ces mots très compliqués à dire pour moi, par le manque de moyens des personnels soignants. Tout ça, ça constitue en fait des entraves, des disparités de classe, de race dans l'accès à l'avortement, qui font qu'en fait, sans s'adresser en fait à ces problèmes-là en priorité, l'inscription dans le droit n'aura en fait aucun effet sur ce qui nous arrive quotidiennement. Oui, et c'est pour ça que justement les revendications qu'on souhaite mettre en avant, notamment pendant cette manif du 28 septembre, et c'est plus largement des droits effectifs en matière de santé et des droits reproductifs. Si on parle de lutte pour les droits reproductifs aujourd'hui, c'est parce qu'on pense que la lutte pour le droit à l'IVG, pour l'accès à la contraception, pour la parentalité pour tous et pour les droits des personnes trans se recoupent et doivent être menées de front. Et ces luttes opposent le droit à disposer de nos corps à l'oppression patriarcale, qui exerce sa domination en nous dépossédant de nos corps. Le système patriarcal se les approprie, les normalise, les brutalise et cherche à les contrôler. Les attaques contre le droit et l'accès à l'IVG dans le monde vont avec la montée en force des idées conservatrices. On l'a dit plus tôt, elles sont liées à ce contrôle qu'on cherche à exercer sur les corps, les sexualités, la reproduction. Tout cela participe d'un même élan. Et d'ailleurs, donc on l'a mentionné dans le point actualité, mais donc on a vu que le mois d'août a été marqué par une campagne transphobe contre le planning familial à la suite de la publication d'une affiche affirmant la prise en charge des hommes trans dans le cadre de leur grossesse. Cette campagne à l'encontre du planning qui reste l'un des piliers de l'accès à la contraception et à l'avortement en France, a été impulsée par l'extrême droite et reprise par des pseudo-féministes transphobes. C'est eux qu'on appelle les TERF et qui justifient leur transphobie par leur volonté de protéger les femmes ou tout du moins, bien sûr, celles qui correspondent à leur propre définition. Et on assiste en ça à un retour de l'essentialisme en fait biologique de la femme qui est réduite à sa fonction reproductive et définie par sa capacité à faire des enfants. Et ça, c'est une chose contre laquelle les féministes se battent depuis des générations. Et oui. Pardon. En fait, la mission du planning familial, c'est de veiller à l'accès à un suivi gynécologique et de santé sexuelle pour tous. C'est leur mission, c'est leur mot d'ordre. Et
Et en fait, les attaques contre le planning, qui viseraient à entraver le droit à l'avortement pour certaines, ils fragilisent ce droit et ses acquis pour tous celles qui en auraient besoin un jour. En fait, si on commence à vouloir priver une seule personne de ce droit, pour quelque raison que ce soit, ce droit se voit susceptible d'être retiré pour tous à terme. Et cette hiérarchisation, cette instrumentalisation d'un combat féministe à des fins transphobes, elle est entretenue en fait par les pouvoirs en place, par Républicains en marche, qui invite ses militantes à l'Assemblée nationale, par la place qu'on y donne dans les médias à cette parole. Et la finalité, c'est toujours la même, en fait, c'est de contrôler, encore une fois, les corps, les reproductions, les sexualités et leurs expressions. Et alors, du coup, en fait, bon, voilà, on va devoir malheureusement conclure. On aurait encore énormément à dire sur ce sujet. Oui. Mais en fait, nous, ce qu'on veut revendiquer, du coup, c'est que donc le droit à l'avortement, il rejoint le droit à la parentalité pour toutes et tous. Donc, ça veut dire l'accès à la PMA sans condition. Il rejoint aussi le droit à la transition non psychiatrisée, gratuite et facilitée, parce que tout ça, en fait, voilà, ça revient au droit à disposer de son corps, au droit à en faire ce que l'on veut, sans contrôle de l'État ni du corps médical et sans obstacles financiers. Donc, comme la lutte contre la vie chère, dont on a parlé en première partie d'émission, et la lutte pour l'indépendance économique, c'est une lutte féministe. Et la lutte pour les droits reproductifs, pour l'autodétermination et la libre disposition de nos corps est une lutte sociale. Et tout ça, ça communique et ça nous concerne absolument tous. Les deux sont liés. Dans les deux cas, il s'agit d'opposer au système capitaliste et patriarcal une solidarité, une liberté, un droit à mener une vie digne et telle qu'on l'a choisie. Donc, toutes ces dates qui arrivent, le 28 septembre pour les droits reproductifs, le 29 septembre pour les salaires et contre la vie chère, ce ne sont pas des dates indépendantes, déconnectées les unes des autres. Elles font partie du même combat, elles participent de la même lutte plus globale pour une société plus juste et plus égalitaire. Donc on va vous le rappeler le 28 septembre. Ce sera le rassemblement pour le droit à l'IVG à Bastille à 18h30. On sera dans un cortège commun avec d'autres collectifs d'Île-de-France avec le mot d'ordre: ici et partout, avortement, transition, PMA, dans la rue pour défendre nos droits. Et ça rime. Et on vous invite à nous y rejoindre. On va devoir conclure donc cette émission. Julia, je te laisse. Et oui, on vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc les féministes révolutionnaires, et à nous rejoindre, comme l'a dit Vinora, le mercredi 28 septembre à la manifestation pour l'avortement et le 29 septembre pour la manif contre la vie chère, mais aussi le 8 octobre à l'Assemblée pour la grève féministe à Paris. Voilà, les points de rendez-vous seront annoncés sur nos réseaux, tout comme nos autres activités. On remercie encore notre invité, Dominique. Et on rappelle que pour soutenir les grévistes de Monoprix, vous pouvez aller sur leur piquet à Monoprix le samedi ou mettre des commentaires sur le site de Monoprix pour les soutenir. Merci beaucoup à Ludo et à Lisa à la technique. Et puis on vous laisse avec Sans nous, le monde s'arrête, l'hymne de la coordination féministe. Merci. On descend dans la rue, c'est la grève féministe. On piétine le système.